Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à considérer ensemble la contribution de la civilisation noire à l'humanité. C'est aussi ça l'excellence dont je me propose de vous parler à chaque semaine. Bon, évidemment, même si le gros de l'émission sera consacré à la contribution de la civilisation noire, et j'insiste, je ne dis pas les civilisations noires, il y a vraiment une unité dans la culture des peuples noirs. Des savants comme Cheikh Anta Diop, des savants comme Théophile Obenga, des savants comme Serge Covy l'ont démontré, n'est-ce pas, de manière incontestable. Il y a une unicité dans la culture noire, si bien qu'on doit parler de la culture noire, si bien qu'on doit parler de la civilisation noire. Donc aujourd'hui, je vais consacrer l'émission à l'analyse de la contribution de la civilisation noire à l'humanité, d'autant que nous sommes au mois de février, c'est le mois consacré à l'histoire des Noirs. Et souvent, quand on va assister à une conférence à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, eh bien, les conférenciers font de leur mieux pour relever telle ou telle invention dont le brevet appartient à tel noir, pour relever telle ou telle contribution particulière de tel noir à telle prouesse, etc. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est que nous avons apporté à l'humanité toute une civilisation, en sorte que la civilisation occidentale qui se doit à la civilisation grecque est elle-même fille de la civilisation noire. On attribue pas mal de
ma foi, contribution au peuple arabo-musulman. On va parler des Arabes comme ayant contribué à faire connaître les mathématiques ou les arithmétiques, mais ça aussi, c'est une falsification de l'histoire, puisque les arabo-musulmans, dès le 7e siècle, n'est-ce pas, se sont évertués, si tant est qu'on puisse parler de vertu, ou plutôt, ils se sont mis à vandaliser nos bibliothèques, à extorquer, n'est-ce pas, nos dépôts de connaissances pour se les attribuer à eux-mêmes après avoir saccagé, après avoir mis le feu, n'est-ce pas, sur tout ce qu'ils rencontraient chez nous. En sorte que, malgré le fait que nous avons apporté à l'humanité une contribution basée sur le partage, une contribution basée sur la paix, une contribution basée justement sur notre humanité commune, car nous avons proposé au monde une contribution proprement humaniste, cela ne nous empêche pas d'être ou d'avoir été et d'être encore l'objet, n'est-ce pas, de toutes les attaques des autres peuples, des autres civilisations. Voilà pourquoi il nous faut revenir au commencement et rappeler ce que le monde nous doit. Le temps nous manquerait si on devait relever chaque contribution de la civilisation noire à l'humanité, mais on va faire avec ce qu'on a, on va essayer de s'en tenir au cadre d'une heure d'aujourd'hui ou à peu près à 1 heure. Question de rappeler que si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, c'est parce que nous avons été l'objet de toutes les attaques, nous avons été l'objet de toutes les convoitises. Je sais que quelques-uns d'entre vous diront par ignorance, « Ah oui, mais vous avez une posture victimaire. » Non, ce n'est pas avoir une posture victimaire que de rappeler la vérité. Ce n'est pas d'avoir une posture victimaire que de rappeler, par exemple, qu'après avoir formé des Grecs, qu'après avoir formé des Romains, qu'après avoir formé des Arabes qui sont venus apprendre dans nos bibliothèques, eh bien, ces mêmes Grecs, ces mêmes Romains, ces mêmes Arabes ont incendié nos centres de savoir, ont incendié, n'est-ce pas, nos centres de science. Ils ont tout simplement assassiné nos aînés pour empêcher qu'il y ait la transmission de nos savoirs, pour empêcher la transmission de nos savoir-faire. Cela n'a pas empêché, exemple, l'Église catholique, après avoir volé nos papyri, donc pluriel de papyrus, après avoir volé, n'est-ce pas, nos rouleaux qui contenaient tant de condensés d'érudition et de science, cela ne les a pas empêchés, enfin les gens d'église, de dire, écoutez, les peuples noirs sont des gens animistes, sont des gens superstitieux, alors qu'à la base de la spiritualité du monde, il y a la spiritualité noire. J'ai dit spiritualité et non religion, car la civilisation noire n'a pas proposé de religion, elle a proposé une spiritualité qui sera détournée, qui sera pervertie en religion, qui sera, si vous voulez, reconvertie en dogme de manière à abrutir les croyants. Mais quand on prend le temps de remonter à la source des premiers grands centres de diffusion de science, et le mot ici n'est pas trop fort, quand on prend le temps de remonter à la source des premiers grands centres de rayonnement de spiritualité du peuple noir, on réalise alors que tout ce dont les civilisations occidentales ou même asiatiques, c'est-à-dire orientales, se targuent aujourd'hui, elles tiennent tout cela de nous. Un gros programme, me direz-vous, avec raison, mais ne perdons pas de vue toujours le fait que nous en sommes à vous rappeler d'où nous venons, nous, les peuples noirs. Nous en sommes toujours à vous rappeler que nous venons d'une civilisation de l'excellence, nous venons d'une culture de l'excellence. Et si aujourd'hui nous devons retrouver notre identité, nous devons nous reconnecter à la source.
Et évidemment, avant même de traiter de tout cela, nous faudra dire un petit mot sur Haïti. Nous ne voulons pas donner l'impression que, puisque nous parlons de l'excellence de la civilisation noire, puisque nous parlons de l'excellence de la culture noire au monde, excellence de laquelle nos ancêtres haïtiens, n'est-ce pas, vont puiser pour cultiver eux-mêmes l'excellence en Haïti. Je ne veux pas donner l'impression qu'on abandonne ce pays-là. On va quand même dire un mot sur cette violence qui, bon Dieu, qui dépasse les bornes, qui dépasse l'imaginaire, qui dépasse notre humanité. On s'arrête ici, vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui encore, nous aurons besoin de tout notre esprit. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Pendant la pause, je discutais avec mon technicien qui est né ici, mais qui demeure viscéralement attaché à Haïti. Et on parlait de ce débordement de violence auquel on a assisté ces derniers jours. Et je vais le citer textuellement, il me dit, Jean, avec cette forme de violence-là, nous sommes ailleurs. C'est une violence qui n'a jamais été vue chez nous, mais c'est une violence qu'on voit rarement, une violence gratuite. On voit ce qui se passe ces jours-ci à Kinskov. Les bandits, maintenant, vont dans les hauteurs. Ils vont dans les hauteurs pour avoir un avantage stratégique, pour avoir une puissance de feu, comme on dit dans le langage militaire, mais ils vont aussi dans les hauteurs afin de narguer les autorités. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Dites-moi, faisons un inventaire rapide de tous ceux qui font partie de cette toile d'araignée du système de sécurité en Haïti. Vous avez un ministre de la Défense, vous avez un ministre de la Sécurité publique. On vient de nommer Mario André Sol, secrétaire de la Sécurité publique. Vous avez un chef de la police. Vous avez l'armée. Vous avez donc l'état-major de l'armée. Tous ces gens-là réfléchissent tous les jours. Ils font des réunions jour après jour sur le problème d'insécurité. Mais à ces gens-là, il faut ajouter les Kenyans que la communauté des nations malveillantes nous a entrés dans la gorge. C'était l'une des conditions que la CARICOM avait imposées aux membres, d'ailleurs nuls. Ils sont nuls, les membres du CPT. Je pense qu'après 8-9 mois, nous devons avoir l'intégrité intellectuelle de dire qu'ils sont nuls. Donc, j'ai dit, c'était l'une des conditions que la CARICOM avait imposées aux membres nuls, aux 9 membres nuls du CPT, pour être reconnus par la communauté des nations malveillantes, c'est-à-dire qu'ils devaient accepter la volonté de la communauté des nations malveillantes de nous entrer dans la gorge, les Kenyans. Quand Ariel Henry, qu'on ne regrette pas, était là, on se plaignait du
fait que Ariel Henry et ses ministres et tout son gouvernement ne faisaient rien. C'était de la sinécure. Les terroristes, car il ne faut plus parler de bandits, il faut parler de terroristes. Les terroristes attaquaient la population gratuitement, mais Ariel et son gouvernement ne faisaient rien. C'est comme si on vivait dans deux mondes parallèles qui se regardaient et qui avaient signé une espèce de pacte de non-ingérence et de non-agression réciproque. Les terroristes disaient « on ne va attaquer aucun membre du gouvernement, mais il ne faut pas non plus que le gouvernement nous attaque. Le gouvernement doit nous laisser carte blanche pour attaquer la population, pour assassiner la population civile. » Et Ariel Henry s'en est tenu à ce pacte-là. Depuis bientôt 9 mois que les membres du CPT ont été assermentés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réduire le niveau de violence? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre le problème d'insécurité? Poser la question, là encore, c'est y répondre, rien. Moi, ce qui me frustre, c'est de voir que ces gens-là, ils sont tout heureux. À chaque fois qu'on voit une photo de ces 9 nuls membres du Conseil présidentiel, mais ils sont tout le temps heureux. Ils sont contents parce qu'ils sont là pour se servir. Ils sont contents parce qu'ils gèrent le budget de l'État. Ils sont contents parce qu'ils s'attribuent un budget, n'est-ce pas, qui n'a jamais été voté et qui n'est contrôlé par personne. Ils sont contents parce que, enfin, après avoir été écartés du pouvoir pendant 20 ans, ils ont l'occasion de se faire beaucoup de fric. Et donc que les terroristes soient en train de détruire la vie, que les terroristes soient en train de contrôler de plus en plus de territoires dans l'agglomération de Port-au-Prince, ce n'est pas le problème de Leslie Voltaire, ce n'est pas le problème de Fritz Alphonse Jean, ce n'est pas le problème de Laurent Saint-Cyr et ce n'est sûrement pas le problème des 3 autres voleurs. Ce n'est pas le problème d'Edgar Leblanc. Lui, il a fait son petit tour et son petit tour de 4 mois en tant que coordonnateur du Conseil présidentiel peut se résumer en un seul mot, l'inaction. Leslie Voltaire s'agite. C'est un gesticulateur qui est tout heureux, enfin, de n'être plus un second, de n'être plus le second d'Aristide, de n'être plus le second de René Préval, de n'être plus le second de ses frères. Il est heureux d'être au timon des affaires en Haïti, mais qu'est-ce qu'il fout? Rien. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines maintenant, on réfléchissait à ces propos débilitants qu'il a lancé au terme de sa rencontre avec le non moins sénile pape François, lorsqu'il disait qu'il est allé à Rome, enfin à Vatican, pour déposer dans les jardins du Vatican un portrait de Notre-Dame du Perpétuel Secours afin que cette dernière puisse délivrer les Haïtiens du problème d'insécurité. Autant dire, ces gens-là sont payés pour ne rien faire. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est du vol. On assiste à une violence qui dépasse les bornes. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'on ne voit même pas le début de commencement d'une action concertée de l'État. Je reprends. Ce qui est affligeant, ce n'est pas tant que les terroristes attaquent, tuent gratuitement. On a entendu la nouvelle d'une mère dont on a arraché le fils entre les bras pour le balancer dans un brasier. Et apparemment, la dame elle-même serait morte. Ce qui est de plus affligeant, ce n'est pas cette violence débordante, mais c'est l'inaction de tous ces gens qui sont payés à même le revenu national, donc qui sont payés par une population qui ne travaille pas. Eux, ils se font payer pour ne rien faire. Ils ont des gardes du corps, ils roulent dans des voitures officielles, ils font le tour du monde, ils sont heureux à les voir sur des photos officielles, mais on a l'impression que la phrase
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, Madame la Marquise. On a l'impression que cette phrase a été créée pour eux. Ils ne foutent rien. Eh bien, cette nécessaire révolution, je pense, est venue à temps maintenant. Le temps est venu pour que cette nécessaire révolution soit lancée. Ce n'est pas normal qu'on soit terrorisé par des gens à qui on n'a rien fait. Ce n'est pas normal qu'il y ait un pacte de non-agression, de non-ingérence entre les autorités haïtiennes et les terroristes. Vous notez que les barbecues, les Vite et l'Homme, les machins n'attaquent aucun ministre. Et ça, c'est important de le souligner. Les terroristes s'en prennent à une population qui vaque à ses occupations à main nue. Les terroristes s'en prennent à monsieur et madame tout le monde. Les terroristes s'en prennent à la population civile, mais jamais à une autorité. Aucun ministre n'a jamais été inquiété par les terroristes. Aucun haut fonctionnaire de l'État n'a jamais été, n'est-ce pas, inquiété par les terroristes parce qu'il y a un pacte de non-agression entre les autorités de l'État et les terroristes. Et tout ceci après que la communauté des nations malveillantes nous avait promis que pour résoudre le problème d'insécurité, il fallait qu'elle, cette communauté des nations malveillantes, nous envoie un contingent de Kenyans. Bientôt 6 mois qu'ils sont là. Quel est leur bilan? 0. Bientôt 6 mois qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réduire la sphère de violence des terroristes? Rien. Le peuple haïtien est livré à lui-même. Et ce qu'il y a de plus affligeant, c'est que vous avez des gens qui ont manifesté pendant plus de 3 ans la volonté de parvenir au pouvoir parce que eux disaient qu'ils peuvent résoudre le problème d'insécurité. Ça fait 8 mois qu'ils sont là, ils ne foutent rien. Il faut les renverser. Il faut, au moment même où on songe à nous protéger et à nous défendre contre les terroristes, nous devons aussi nous défendre et nous protéger contre les autorités, car il y a entre les autorités et les terroristes un pacte de non-ingérence et de non-agression. Tellement triste, tellement décourageant. Voilà, c'était mon éditorial avant de parler de la contribution de la civilisation noire à l'humanité. On s'arrête ici, je vous reviens dans les prochaines minutes. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Alors allons-y avec quelques-unes des grandes contributions de la civilisation noire à l'humanité. J'insiste sur l'article « la », l'article définit « la » plutôt que « les », car on nous donne l'impression que l'Afrique est si vaste, qu'il y a tant d'États, une 50aine d'États, que ce n'est pas vrai qu'il y a une culture, que ce n'est pas vrai qu'il y a une civilisation. Et il faut rendre hommage à nos prédécesseurs, que j'ai déjà cités, quand ils ont fait la démonstration incontestable qu'il n'y a qu'une culture noire, qu'il n'y a qu'une civilisation noire. Une civilisation qui a des manifestations différentes, une civilisation qui a des ancrages locaux, cela va sans dire,
parce que c'est un continent si vaste, mais il en demeure que quand on parle d'Afrique, il faut garder en tête qu'on parle de la civilisation noire, qu'on parle de la culture nègre, de la culture kémite, n'est-ce pas? Et donc, voyons quelques-unes des contributions de la civilisation noire à l'humanité. La première contribution que je vais relever, c'est que nous avons introduit l'idée de l'État au monde. Je suis un expert de l'administration publique, du public management. Et si vous voulez avoir une preuve du fait qu'en Occident, c'est jamais de la science pure, c'est jamais de la science, c'est jamais de la connaissance pure qu'on fait, c'est toujours de la connaissance plus de l'idéologie. Et par idéologie, j'entends une idéologie suprémaciste blanche. Hein. Et c'est pour ça que quand on va à l'université en tant que noir, il faut rester vigilant. Et quand vous avez de jeunes enfants qui fréquentent des universités occidentales, dans la mesure où vous avez la capacité de le faire, vous devez questionner vos enfants sur ce qu'ils reçoivent comme information à l'université. Car l'université, ce n'est pas seulement un centre de diffusion de savoir, c'est aussi un centre de diffusion d'idéologie raciste, d'idéologie suprémaciste blanche. Et donc, je disais que si vous voulez avoir une preuve du fait que l'Occident est déterminé à diffuser son idéologie de suprémacisme blanc, eh bien, vous n'avez qu'à fréquenter une école de public management, peu importe cette université, peu importe l'université que vous fréquentez, que vous soyez en Europe, que vous soyez, n'est-ce pas, ailleurs en Amérique, on va vous dire que le père de l'administration publique, c'est un certain Henri Fayol, qui le premier va parler de ce terme-là, parce que il est l'un des premiers à montrer que le rôle de l'État, n'est-ce pas, doit être de gérer, non pas pour se satisfaire, mais pour répondre à des missions, aux grandes missions, justement de l'État. Et lorsqu'on va vous parler de l'État en Occident, on va vous dire, mais écoutez, le concept de l'État vient du traité de Westphalie, car c'est vraiment là qu'on a compris que l'État, c'est une autorité légitime ou légale qui est établie sur une population, sur un territoire donné. Mais vous notez que ce soit l'idée de l'administration publique, que ce soit le concept de l'État, l'Occident va se les attribuer en disant « ça vient de nous, l'État, ça vient du traité de Westphalie, l'administration publique, le concept même, ça vient, n'est-ce pas, de l'un de nos savants qui a vécu au 19e, 20e siècle, n'est-ce pas, Henri Fayol. » Mais vous notez que à chaque fois qu'on va parler d'un concept qui a vraiment fait bouger, qui a vraiment propulsé l'humanité, ça va être toujours un occidental. On ne peut plus insulté lorsqu'il y a 2-3 ans, eh bien, on avait accordé un prix de mathématiques à l'un des étudiants noirs. Et puis, le journaliste rappelait que depuis la fondation de l'université Harvard, c'est la première fois qu'un étudiant noir décroche ce prix. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce n'est pas parce qu'aucun étudiant noir jusque-là ne l'a mérité, mais c'est parce que vous avez un jury blanc auquel vous pouvez avoir un ou deux noirs qui sont là comme des tokens, comme des échantillons, mais l'idéologie derrière le mode de fonctionnement de ce type de jury-là, c'est qu'il y a une suprématie blanche, il y a un suprémacisme blanc et il faut le démontrer de toutes les manières. Et comme par hasard, ce
ce noir a eu ce prix-là dans la foulée de l'assassinat de George Floyd. C'est comme si l'Occident, tout à coup, s'est senti coupable d'avoir pris en cible pendant des siècles le peuple noir parce qu'il est noir. Et là, dans le confluent de l'assassinat de George Floyd, on se dit, on va accorder quelques miettes à des Noirs, question un petit peu de leur remonter le moral. Alors, quelle est l'une des plus grandes contributions de la civilisation noire à l'humanité, mais l'une des plus grandes contributions de la civilisation noire à l'humanité, c'est que nous avons introduit le concept de l'État dans l'humanité. Au fait, si vous comparez les grands empires africains dont j'ai parlé, pas seulement de l'Égypte, je vous ai parlé d'au moins une dizaine d'empires africains qui ont duré pas moins de 1000 ans, du 7e au 17e siècle, eh bien, vous allez voir que tous ces empires-là comprenaient déjà, et nous sommes au Moyen-Âge, comprenaient déjà le concept de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État? Mais l'État, c'est l'autorité, une autorité légitime, c'est-à-dire reconnue par une population, reconnue par une collectivité, reconnue par un peuple, autorité qui s'exerce sur un certain territoire et qui accomplit pour cette collectivité un certain nombre de missions qu'on appelle les grandes missions fondamentales de l'État. Dans une faculté de sciences politiques, dans une faculté de public management, on va vous faire croire que ça vient de l'Occident parce que l'histoire telle qu'elle est enseignée en Occident, c'est une falsification qui se propose de diffuser l'idée suprémaciste blanche. Mais quand on prend le temps de fouiller, quand on prend le temps de lire, quand on prend le temps de consulter des sources autres que les sources occidentales, bien, on découvre que l'une des plus grandes contributions, sinon l'une des premières contributions de la civilisation noire à l'humanité, c'est l'introduction du concept de l'État. À comparer à d'autres types d'autorités sous d'autres cieux, en Asie par exemple, ou en Europe par exemple, eh bien, on considère que, tandis que nous, on avait des empires bien établis, des empires qui duraient pas moins de 1000 ans, quand on comparait ce que nous avions à ce qui se faisait dans le monde arabo-musulman, quand on compare, n'est-ce pas, ce que nous avions avec ce qui se passait à Rome, mais là on découvrait que les dirigeants romains étaient là pour eux-mêmes. Le Sénat romain était là pour lui-même. C'était des privilégiés qui légiféraient pour, n'est-ce pas, eux-mêmes. Alors que dans l'Égypte antique, alors que dans les empires africains qu'on a vus la semaine dernière, le concept d'État était déjà bien compris, le concept d'État était déjà bien intégré à la manière dont on gérait, n'est-ce pas, les collectivités et les territoires. Et l'État, puisque le concept était déjà né, qu'il était déjà compris, qu'il était déjà intégré à la manière de gérer les territoires et des collectivités, eh bien l'État, dans les empires noirs, donc dans la civilisation noire, comprenait qu'il n'était pas là pour se servir, mais qu'il était là pour accomplir un certain nombre de grandes missions. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, l'une des grandes missions que l'État dans la civilisation noire se donnait, c'était d'éduquer les collectivités. Je vous lance ce défi, ou plutôt, je vous propose ceci. Prenez le temps, exemple, de lire sur les grands empires africains du Moyen-Âge africain. En Occident, exemple, on va parler du Moyen-Âge comme étant un âge noir, où l'obscurantisme régnait,
les autorités dans les pays occidentaux n'étaient guère intéressées à éduquer leur collectivité, n'étaient guère intéressées à éduquer leur peuple, n'est-ce pas? J'en sais quelque chose, je suis médiéviste moi-même. Et les autorités qui étaient établies sur les peuples, n'est-ce pas, de l'Europe, étaient plus préoccupées à se faire la guerre entre elles, étaient plus préoccupés à protéger les privilèges justement des seigneurs plutôt que de s'occuper de leur population et de leur collectivité. Alors que dans la civilisation noire, déjà, on s'intéressait à la mission d'instruire les collectivités, car on comprenait déjà d'instinct que plus une population, plus une collectivité est instruite et éduquée, moins elle sera portée à être manipulée par des gens, que ce soit les autorités elles-mêmes ou bien, si vous voulez, un petit club de privilégiés qu'on appellera soit des aristocrates ou qu'on appellera, n'est-ce pas, une oligarchie. C'est pas pour rien que dans tous les grands empires africains dont on a parlé la semaine dernière, vous allez retrouver de grands centres de diffusion de savoir, de grands centres avec de très grandes bibliothèques. Écoutez, en Occident, l'idée d'avoir des bibliothèques publiques, c'est une idée très récente. En Occident, l'idée, n'est-ce pas, de diffuser le savoir et de permettre que des érudits se consacrent à l'écriture, n'est-ce pas, et à la diffusion de la science, c'est une idée très récente. Mais imaginez que au moins 3000 ans avant l'ère commune, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, pompeusement, avant l'ère chrétienne, eh bien en Égypte, justement, le roi invitait des scribes, invitait des prêtres qui étaient de grands savants, c'est-à-dire des transmetteurs de savoir et de spiritualité. Les pharaons invitaient ces prêtres-là à inscrire dans des rouleaux, à inscrire dans du papyrus tout le savoir accumulé et de permettre que la population qui entre-temps a appris à lire et à écrire, puisse accéder à ce savoir-là, puisse accéder à cette érudition-là. Malheureusement, le Macédonien Alexandre le Grand va s'attribuer la paternité de cette bibliothèque. Ce n'est pas pour rien qu'on va, hélas, parler encore aujourd'hui en histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, mais comme les Occidentaux aiment le faire, ils arrivent quelque part, cet endroit-là avait un nom, ce lieu-là avait une culture, sur cet endroit vivait une population qui avait une civilisation, ils changent le nom, ils détournent cette culture de ses racines et ils disent c'est nous qui l'avons découverte cette ville-là. La vérité c'est que avant Alexandre le Grand, avant Ptolémée, cette ville-là s'appelait justement Rakoti et dans la ville de Rakoti, dont Alexandre va changer le nom en Alexandrie, il y avait déjà une bibliothèque de plus de 900 000 ouvrages. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Les amis, nous sommes au deuxième millénaire, au premier millénaire avant l'ère chrétienne. Imaginez des rois qui disent, écoutez, nous devons avoir des maisons du savoir. C'est ce que le mot bibliothèque, n'est-ce pas, en Égypte veut dire. Nous devons avoir une maison d'érudition. Nous devons avoir une maison de science, science au sens de savoir. Et les pharaons
prévoyait un budget pour ces scribes-là, hein, qui consacraient tout leur temps, qui consacraient toute leur énergie à inscrire dans du support le savoir accumulé sur des millénaires, la science accumulée sur des millénaires, de manière à ce que cette science-là ne disparaisse pas et qu'elle soit transmise à la collectivité, qu'elle soit transmise, n'est-ce pas, à la population. Vous notez qu'entre-temps, au Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 5e et le 15e siècle, l'Église interdisait à ses croyants de lire certains livres. Vous notez que pendant le Moyen-Âge, jusqu'à tout récemment encore, je me rappelle quand le livre Le Da Vinci Code est sorti, vous vous souvenez que le pape, c'était le pape Jean-Paul II, épaulé en ceci par celui qui allait lui succéder, le pape Benoît XVI, interdisait aux catholiques de lire ce livre-là, le Da Vinci Code, de manière à ne pas perdre la foi. Et que dit le Da Vinci Code de nouveau? Mais c'est que Jésus aurait été marié à Marie-Madeleine et ils auraient tous les deux un enfant. Ah ben, s'il ne faut que cela pour qu'un catholique perde la foi, vous notez que la foi du catholique ne repose pas sur grand-chose. Mais là, nous sommes au XXe siècle, là. Nous sommes au XXe siècle, les gens avaient déjà accès à Internet, les gens avaient déjà accès à, n'est-ce pas, à des bibliothèques publiques, et pourtant l'Église continuait d'interdire à ses fidèles, on parle de milliards de fidèles, la lecture de certains livres, dont le Da Vinci Code, parce que le Da Vinci Code serait contre leur foi. Imaginez que 1, 2, 3 millénaires auparavant, nos ancêtres à nous, nos dirigeants à nous, parce qu'ils comprenaient déjà que l'une des missions fondamentales de l'État était d'instruire la population, était d'instruire la collectivité, on construisait dans chaque grande ville des divers empires africains de grands centres de diffusion du savoir. Je vous ai parlé de Tombouctou la semaine dernière, donc question de vous faire sortir un tout petit peu, n'est-ce pas, de l'Égypte, mais le temps me manquerait si je devais relever avec vous chaque grand centre de diffusion de savoir que les rois, que les dirigeants, que les empereurs faisaient construire parce qu'ils tenaient à ce que la population soit éduquée, parce qu'il tenait à ce que la population soit exposée à la vraie science, au vrai savoir. Et vous savez par qui étaient payés les scribes? Les scribes étaient payés à même le budget de l'État. Parce que la civilisation africaine comprenait que, eh bien, dépenser pour cultiver, pour instruire, pour éduquer une collectivité, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Voilà pourquoi très rapidement, eh bien, les arabo-musulmans vont venir chez nous en Afrique. Très rapidement, les Grecs vont venir chez nous en Afrique. Très rapidement, les Romains vont venir chez nous en Afrique parce que nous étions la seule civilisation à proposer que dans chaque grande ville, il y ait des maisons du livre. C'est ce que veut dire le mot bibliothèque dans la langue égyptienne. C'est vrai qu'en grec, bibliothèque, n'est-ce pas, signifie boîte ou dépôt du livre, mais dans la civilisation noire, c'est beaucoup plus que cela. La bibliothèque, c'est la maison du savoir, c'est la maison du livre, et les scribes, ceux-là qui se consacraient à observer la nature, à observer l'univers, pour inscrire dans du support ce qu'ils ont découvert en tant qu'érudition, ils étaient payés à même le budget de l'État. L'Occident, hélas, va attribuer à Charlemagne. L'Occident s'attribue tout. L'Occident va attribuer à l'empereur Charlemagne la paternité de la création d'écoles publiques. Ah oui, mais ça vient de nous. Nous sommes, nous les Occidentaux, les inventeurs du concept d'école publique. Quand je vous dis que
ce qu'on nous enseigne dans les universités en Occident, ce n'est pas seulement de la science, c'est de la science avec de l'idéologie suprémaciste blanche. Maintenant, vous avez une autre illustration de cela. On vous dit, écoutez, l'école vient de Charlemagne. Et je me rappelle, quand moi j'étais au primaire, on nous faisait chanter « Sacré Charlemagne » parce que c'est lui qui a inventé l'idée d'école publique. Foutaise que tout cela, puisque dans la civilisation africaine, dans les grands empires africains, on retrouvait déjà de ces bibliothèques publiques entretenues par des scribes, payés par les rois, payés par les pharaons, payés par les empereurs, de manière à tirer la collectivité vers le haut. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'Occident va enfin comprendre que l'économie du savoir, c'est la meilleure économie. En fait, le Canada fait son développement grâce à l'économie du savoir. Vous notez que si les États-Unis sont le pays avec le plus grand nombre de prix Nobel, c'est parce que les États-Unis, contrairement à ce que pense un Donald Trump, n'est-ce pas, ont attiré les savants du monde entier, y compris des savants nazis. Les Américains ne seraient pas allés sur la Lune s'ils n'avaient intégré à la NASA des physiciens nazis à qui ils ont infligé une petite peine bonbon de 6 mois et très rapidement, ils les ont intégrés dans leur NASA de manière à ce que ces nazis-là puissent partager avec eux leur science. Ce n'est pas seulement cela. Einstein n'est pas américain d'origine. On va nous faire oublier cela. Donc les États-Unis ont compris tout récemment que, mais s'ils veulent devancer les autres peuples, mais il faut qu'ils cultivent l'économie du savoir. Il faut qu'ils attirent les savants, les plus grands savants du monde entier. Mais cette idée-là, nous, on l'avait 2-3 000 ans avant notre ère. Probablement l'un des plus grands savants de tous les temps, c'est Imhotep. Imhotep qui était chef de gouvernement du pharaon, mais en sa qualité de chef de gouvernement, l'une de ses fonctions, c'était justement de réunir autour de lui un aéropage de scribes, c'est-à-dire un aéropage de savants, un aéropage d'érudits pour savoir comment gérer le pays pour le plus grand bien des collectivités. N'oublions pas que le Nil, sur lequel repose ou autour duquel se construit la vie en Égypte, parce que c'est le Nil qui permet l'agriculture, c'est le Nil qui permet l'élevage, mais pendant 4 mois, il déborde aussi. Et les autorités égyptiennes voulaient comprendre, n'est-ce pas, comment il fallait tirer profit de ce débordement du Nil, quand le Nil, n'est-ce pas, laisse son nid, sans mauvais jeu de mots. Mais pendant 4 mois, les gens n'avaient pas accès à leur jardin, ils n'avaient pas accès à leurs propriétés, pour les propriétés qui se trouvaient autour du Nil. Et pendant ce temps, le pharaon demandait aux érudits, demandait aux scribes de se consacrer à l'observation de la nature et de consigner dans des livres le fruit de leurs observations. Et c'est ainsi donc que l'humanité doit à la civilisation noire des sciences comme la géométrie. Pensez-y. Vous êtes mathématicien, en tout cas vous apprenez les mathématiques à l'école, vous apprenez la géométrie, mais saviez-vous que la géométrie, littéralement, veut dire, n'est-ce pas, mesure de la terre, 2 mots. Géos en grec qui signifie terre, et méter, métros qui signifie mesure. D'où cela vient, selon vous, de l'Égypte? Parce que quand le Nil débordait pendant plusieurs mois,
les jardins qui étaient autour, les plaines qui étaient autour, mais perdaient justement leurs frontières. Et pendant 4 mois, on ne savait plus à qui appartenait telle portion de terre. Et il fallait à chaque fois recommencer à calculer d'où partait votre propriété et où elle s'arrêtait. Et comment on en est arrivé à faire cela? Grâce à la géométrie, grâce à la mesure de la terre. Parce que c'est nous, les Noirs, qui avons développé des unités de mesure. C'est nous, les Noirs, c'est la civilisation noire, n'est-ce pas, qui a proposé comme unité de mesure le mètre à partir de l'observation de l'eau. Vous étudiez les maths à l'école, vous étudiez l'arithmétique au secondaire. Est-ce que votre prof savait que c'est la civilisation noire qui a inventé la géométrie? Est-ce que, si jamais il le savait, votre prof d'université, on n'est même pas sûr qu'il le sache, mais vous le dirait-il jamais? Parce que vous dire que la civilisation noire a apporté à l'humanité la géométrie, vous dire que la civilisation noire a apporté à l'humanité le concept de l'État en tant que gestionnaire des ressources, en tant que gestionnaire d'un territoire, en tant que gestionnaire des grandes missions pour une collectivité sur un territoire donné, vous avouez tout cela, ce serait renoncer à l'idéologie de la suprématie blanche. Or, depuis que Gobineau a raconté ces bêtises, n'est-ce pas, de la hiérarchie ou de l'inégalité des races, thèse à laquelle notre compatriote Anténor Firmin a répondu par son excellent livre de l'égalité des races, depuis que Gobineau a lancé cette thèse-là, ne pensez pas que les Occidentaux, n'est-ce pas, y ont renoncé. Tout ce que fait l'occidental, que ce soit à l'école, tout ce que fait l'occidental, que ce soit dans les médias, tout ce que fait l'occidental, que ce soit dans les arts, consiste à tenter de faire la démonstration de sa supériorité par rapport aux autres. Or, nous avons apporté, en tant que civilisation noire, le concept de l'État à l'humanité. C'est nous qui avons créé ce concept-là. État en tant qu'autorité légitime, établi sur un territoire donné, légitimé par une collectivité afin de remplir des grandes missions pour le bien de ces communautés-là. Jusqu'à tout récemment, vous savez, le territoire français appartenait au roi. Et je vous ai dit dans ma première émission de l'année, tandis que je comparais la révolution haïtienne, la seule qui soit une révolution, au soulèvement de la France de 1789, ou à la révolte des Américains de 1776, je vous ai rappelé que, historiquement, les Français ont décapité leur roi pour pouvoir être propriétaire, car le roi était le propriétaire originaire du territoire français. Il pouvait vous affermer cette terre. De fait, il accordait des concessions du territoire français à des seigneurs, lesquels seigneurs devaient faire fructifier ces territoires-là en y faisant travailler des serfs, mais le territoire, le royaume de France appartenait au roi. C'est la même chose pour les Anglais. Donc en Occident, le royaume appartient à une personne. Et les personnes sont les sujets. Les personnes qui vivent sur ce territoire sont les sujets du roi. Ces personnes-là sont là pour satisfaire les caprices du roi. Le roi, lui, faisait construire des châteaux un peu partout pour son bon plaisir, tandis que sa population crevait de faim. C'était pas ça l'État. Le royaume existe pour le roi et pour sa famille.
Alors que la civilisation noire a littéralement introduit le concept d'État en tant qu'autorité établie sur un territoire, légitimée par une collectivité, autorité qui a pour mission de gérer les ressources pour le plus grand bien du plus grand nombre. Il y a 3 semaines, je vous ai lu l'une des premières chartes contre la faim. Nous sommes dans l'empire du Mali, qu'on appelle aussi l'empire du Manding, avec la charte du Manding, et vous notez que l'empereur fait inscrire dans un code, nous sommes au XIIIe, XIVe siècle quand même. Si vous comparez le XIVe siècle malien, donc le XIVe siècle africain, au XIVe siècle européen, c'est la nuit et le jour. En Europe, les populations meurent de faim, les rois sont riches, ils ont le temps d'aller chasser, le royaume leur appartient à eux, ils ont des nobles qui ne payent pas d'impôts, tandis que la population porte le poids de tous ces privilèges-là, et elle crève de faim. Au Mali, au même moment, l'empereur publie une charte interdisant la faim, en disant que la faim, c'est l'un des plus grands fléaux qui puisse frapper un humain. Chez nous, personne n'aura faim. Tout le monde aura droit à la nourriture. Il a fallu le XXe siècle pour que les Nations Unies, fondées, comme vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU, c'est la fille de la SDN, Société des Nations, mais il a fallu la Seconde Guerre mondiale pour que l'ONU dise, dans cette charte-là, que la nourriture est un droit inaliénable. La vérité, c'est que c'est un vœu pieux. Plus l'ONU dit cela, plus de gens meurent de faim. Et les pays qui sont signataires de cette charte-là sont les pays qui gaspillent le plus les ressources alimentaires. Mais chez nous, dans la civilisation noire, on interdisait la famine. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. On n'a pas le droit d'avoir faim. L'État doit
gérer l'agriculture, l'État doit gérer l'élevage de manière à ce que tout le monde puisse manger. Et vous noterez que dans les empires dont je vous ai parlé la semaine dernière, on dit l'agriculture était prospère. Voilà pourquoi la civilisation africaine attirait des gens de partout, les arabo-musulmans, qui, grâce à leur sauvagerie, vont réduire en captivité nos ancêtres. Les Romains qui, aussi par leur sauvagerie, vont réduire nos ancêtres en captivité. Les Grecs qui, après avoir volé nos savoirs, vont foutre le feu et vont nous réduire en captivité. Pourquoi on les attirait tant? Parce qu'on gérait bien nos ressources, parce qu'on a découvert le concept de l'État. Donc retenez comme première grande contribution de la civilisation noire à l'humanité, la création de l'État. Et avec le concept de l'État venait le principe d'administration publique. Et il faut en dire un mot sur l'administration publique. Qu'est-ce que c'est que l'administration publique? L'administration publique consiste à dire que l'État, pour gérer, a besoin de science. On ne peut pas gérer en comptant sur les dieux, on ne peut pas gérer en jouant à la loterie, on ne peut pas gérer en dépendant, pour ainsi dire, des caprices d'un seul. On ne peut pas gérer en dépendant, si vous voulez, des caprices de la nature. L'État a besoin de s'adjoindre. Donc le roi, le monarque, l'empereur a besoin de s'adjoindre, n'est-ce pas, un aéropage d'érudits. L'idée qu'un roi puisse être fou ne peut exister qu'en Occident. En Espagne, vous aviez tel roi, de mémoire le roi Philippe, qui était fou, littéralement fou. Tout le monde le savait, mais on ne pouvait pas le toucher. Il giflait ses ministres, il ne comprenait rien, il était hystérique, mais c'est pas grave, il est le roi, donc on ne pouvait pas le toucher. Si on le touchait, on ne pouvait même pas s'imaginer le congédier parce que on serait accusé de lèse-majesté. Mais dans la civilisation noire, on ne peut pas avoir cela parce que, précisément parce que non seulement nous avons introduit l'idée de l'État en matière d'autorité, mais nous avons aussi inventé l'administration publique proprement dite. Qu'est-ce que c'est que l'administration publique? C'est de dire que pour gérer, mais il faut des gens qui savent. Et on détachait littéralement le rôle politique du rôle technique. C'est ça l'administration publique. C'est de dire qu'il y a des gens dont le métier c'est la politique et ces gens-là doivent s'adjoindre des techniciens, ça veut dire des érudits dont le métier sera de gérer. Et vous savez, c'est nous qui avons inventé ça. Quand vous prenez le temps, exemple, de considérer l'entourage des pharaons, j'ai parlé d'Imhotep. Le pharaon, c'est la figure politique, c'est la figure représentative, mais c'est le roi. Mais son gouvernement, d'abord, nous sommes les premiers à créer l'idée d'un chef de gouvernement, un vizir, comme on dit en égyptien. Mais le vizir, le premier ministre, donc le chef de gouvernement, il est entouré d'autres ministres qui sont les uns plus compétents que les autres. Et souvent, d'où venaient-ils ces ministres-là? Ils étaient choisis parmi les scribes, les fameux érudits. Ils étaient choisis parmi les prêtres qui eux-mêmes faisaient la jonction entre sciences spirituelles et sciences matérielles, on va l'appeler ainsi. Mais c'est exactement cela qu'on appelle l'administration publique. En France, vous allez avoir souvent quelqu'un qui accède au trône, mais qui n'a que 10 ans. Et donc, on va
nommer quelqu'un qui va être le régent ou sa régente. C'est une folie. En Espagne, n'est-ce pas, vous aviez eu la reine Isabella qui avait quoi, 9-10 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait encore pipi au lit, sinon dans sa culotte, mais elle était reine. Mais dans la civilisation noire, cette idée-là, elle est farfelue, elle est stupide, puisque le roi doit faire preuve de sagesse, elle doit faire preuve de sagacité pour pouvoir gérer. Et parlant de preuve de sagacité, le roi doit s'entourer d'une batterie d'érudits, d'une batterie de sages, d'une batterie de scribes. Et une autre contribution de la civilisation noire à l'humanité, nous avons apporté la science au monde. Qu'est-ce que c'est que la science? La science, c'est une connaissance empirique, c'est-à-dire une connaissance qui vient d'observations, souvent de longues observations, et on entend par science des savoirs que l'on peut transposer dans d'autres contextes. Si on ne peut pas transposer un savoir, mais ce n'est pas de la science. Voilà pourquoi la science va souvent faire la promotion de paradigmes. On va dire, voici dans quelles circonstances on est en mesure de reproduire tel ou tel savoir. Mais vous savez d'où ça vient cela? De nous aussi. Je vous ai parlé de la géométrie, mais... Puisque les Égyptiens avaient 4 mois pendant lesquels le Nil laissait son nid, mais le roi assignait à ses scribes pour devoir d'observer l'univers, d'observer le ciel. Et donc nous sommes le premier peuple à proposer un calendrier scientifique, basé sur l'astronomie, basé sur une carte exacte du ciel. Nous sommes le premier peuple, n'est-ce pas, à consigner dans du support tout ce que nos savants ont observé en matière d'agriculture, donc l'ancêtre de l'agronomie, en matière de médecine. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les 900 000 ouvrages qu'on retrouvait justement dans la bibliothèque de Rakoti, que Alexandre le Grand va pervertir en Alexandrie, eh bien, ces 900 ouvrages-là étaient classés par thème. Ces 900 ouvrages-là étaient classés justement par sujet, par domaine de savoir. On retrouvait des livres sur la médecine, comment guérir de telles maladies, et les gens arrivaient de partout. Quand ils souffraient de telles maladies ailleurs dans le monde, ils venaient chez nous parce que chez nous déjà, on consignait dans des rouleaux des remèdes. On consignait dans des rouleaux les dosages. En sorte que nous sommes à la base des sciences pharmaceutiques. C'est mon privilège de rappeler, exemple, en France, quand on était apothicaire, on était souvent suspecté d'être des empoisonneurs, car les premiers apothicaires c'est le premier terme pour pharmacien, les premiers apothicaires qu'on retrouvait en France et en Europe en général, c'était des empoisonneurs. C'est des gens qui connaissaient la vertu mortifère de telles plantes et qui vendaient ces plantes-là à de jeunes femmes, exemple, qui épousaient des hommes vieux riches et qui introduisaient dans la nourriture de leur mari très âgé des poisons vendus à elles, ces femmes-là, par des apothicaires. Notre frère Cheikh Anta Diop a écrit un livre qu'il appelle « Mais civilisation ou barbarie ?» Les Occidentaux parlent de leur
façon de vivre comme une civilisation? Est-ce que nous sommes en présence de civilisation ou de barbarie quand on sait que ces gens-là ont construit leur mode de vie sur le vol, sur les rapines, sur la violence? Devrions-nous parler de civilisation, la vie dans la cité, ou de barbarie? Donc je disais, tandis qu'en Europe, le métier d'apothicaire, c'était un métier d'empoisonneur, chez nous, dans la civilisation africaine, on avait des rouleaux, jusqu'à 30 000 rouleaux consacrés à la médecine, comment guérir de telles maladies, quel est le dosage, quelle feuille, quelle plante médicinale. C'est tellement honteux. Je disais à une excellente amie cette semaine, l'école de médecine haïtienne existe grosso modo à l'époque de l'occupation américaine. Imaginez qu'on n'a toujours pas une faculté de médecine tropicale en Haïti. Et vous comprenez pourquoi, en Haïti, à peu près personne ne meurt d'une mort naturelle parce que c'est toujours quelqu'un qui vous mange, etc. Vous comprenez pourquoi cette science qu'est le vaudou n'a toujours pas encore trouvé, si vous voulez, toutes ces lettres de créance par l'État, parce que l'État, on n'a pas d'État en Haïti, ne comprend toujours pas que parmi ces grandes missions, parmi ces missions fondamentales, justement, devrait prendre place la protection de sa population. Et comment on protège sa population? On protège sa population contre certaines maladies. On devrait connaître nos plantes. On devrait connaître, n'est-ce pas, notre flore. Cette connaissance-là de la pharmacopée haïtienne, cette connaissance des plantes médicinales haïtiennes, n'est-ce pas? Seuls les vaudouisants la détiennent. Et beaucoup d'entre eux, hélas, sont des mercenaires qui font comme les apothicaires d'autrefois. Alors que dans la civilisation noire, il y avait des scribes dont le travail consistait à expliquer à la population: si vous êtes atteint de telle maladie, mais voici telle plante, voici le dosage, etc. Et je le dis, les gens arrivaient de partout. Et savez-vous quoi? Dans la bibliothèque d'Alexandrie, qu'il faut plutôt appeler la bibliothèque de Rakoti, il y avait toute une section sur la poésie, sur l'art. Savez-vous comment on le sait? Homère le dit. Homère, c'est quand on étudie la poésie, on va parler d'Homère, on va parler de l'Iliade d'Homère, pas vrai? Mais c'est Homère lui-même qui dit que lui, il a découvert la poésie parce qu'il s'est rendu en Égypte. Et c'est alors qu'il a découvert des vers, qu'il a appris des techniques de versification. Et dans son éloge du peuple noir, il a dit, écoutez, non seulement ces gens-là ont une intelligence extraordinaire, mais écoutez sa formule, mais en plus, les Noirs sont protégés par la divine mélanine, la peau noire. On va vous cacher ça. L'Occident, parce qu'il est bâti sur l'idée de la suprématie blanche, ne vous apprendra jamais qu'Homère lui-même a dit que notre peau, c'est une divine protection qui nous protège de tant de maladies. Il appelle ça la divine mélanine. Parce qu'il y avait dans la bibliothèque de Rakoti toute une section, plusieurs milliers de rouleaux qui étaient consacrés à la littérature. Alors ne venez pas me dire qu'on n'est pas une civilisation avancée. On ne s'occupait pas que de l'agriculture au sens scientifique du terme, donc d'agronomie à proprement parler. On s'occupait de mathématiques, la théorie de Pythagore, mais Pythagore n'a jamais rien fait du tout. Pythagore est venu chez nous et dans la bibliothèque de Rakoti, déformée en bibliothèque d'Alexandrie,
il a appris des formules que nos ancêtres ont observées. Et vous savez quoi? Il y avait toute une section sur les animaux, la zoologie à proprement parler. Pourquoi? Parce que les scribes disaient, si vous voulez comprendre l'humain, mais vous devez prendre le temps de comprendre ses cousins, les animaux. Observez le comportement des animaux, observez le comportement des plantes. Il y avait toute une section de cette bibliothèque consacrée à la botanique, toute une section consacrée à la zoologie, aux animaux. Et on découvrait des remèdes souvent aussi après les avoir testés sur les animaux. Donc, une autre contribution de la civilisation noire à l'humanité, nous avons introduit la science, rien de moins. Tandis que nous, les peuples noirs, on construisait des bibliothèques, l'Église qui va venir après va interdire à ses fidèles de lire. Tandis que nous, on construisait des maisons du savoir, de manière à gérer les ressources pour le plus grand bien du plus grand nombre, les monarques en Europe se construisaient des châteaux pour eux-mêmes. La population mourait de faim, mais tous les soirs, il y avait le bal du roi, et le roi était entouré de courtisans et de courtisanes. Après, ils allèrent chasser, mais la population crevait de faim, la population n'avait droit à rien. C'est ça l'idée de l'autorité occidentale. On est là pour se servir. À proprement parler, c'est une oligarchie. Enfin, le temps nous file. Vous voyez, je suis dissert là, je parle d'abondance. Parce que je plonge dans des recherches sur la civilisation noire, sur la contribution du peuple noir à l'humanité. J'aurais tant à dire, mais je voudrais, avant de clore l'émission, dire deux choses sur notre spiritualité. La civilisation noire a proposé une spiritualité, non pas de religion. Qui dit religion dit dogme, qui dit religion dit exploitation d'une population par un sacerdoce. Non, la civilisation noire n'a pas fondé de religion. On a créé une spiritualité. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité, c'est se reconnecter avec la nature. Les rites africains, souvent, sont des rites qui se basent sur la danse. Pourquoi? Parce que le son, quand on dit spiritualité, on réfère à trois choses. On réfère au son. On réfère aux odeurs. On va brûler de l'encens ou autre plante odoriférante, donc l'odeur. Et on réfère à des couleurs. J'ai dit, la civilisation noire a proposé une spiritualité. La spiritualité, c'est une reconnexion avec la nature, tant la nature visible qu'avec la nature invisible, à proprement parler. Et quand on dit spiritualité dans la civilisation noire, on dit son. Vous allez voir, la spiritualité nègre, la spiritualité kémite est une spiritualité qui est basée sur la danse, qui est basée sur des sons. Car, et Pythagore l'a découverte chez nous, cette notion-là, chaque planète, chaque type d'énergie, chaque type de vibration est lié à un son en particulier. Ceux qui sont versés dans les sciences ésotériques, qu'il faut distinguer deux sciences exotériques. Science ésotérique, c'est une science à proprement initiatique
Ce sont des savoirs qui sont réservés aux initiés. Éso, eis en grec signifie ce qui est tourné vers l'intérieur, alors qu'exotérique, ex, hors de, c'est ce qui est tourné vers l'extérieur. Eh bien, ceux qui sont versés dans les sciences ésotériques, ça veut dire dans les savoirs initiatiques, vous diront que pour accéder à certaines énergies, pour accéder à certaines entités, mais il faut taper le tambour d'une certaine manière. Il faut jouer la flûte d'une certaine manière. Allez voir les Tibétains. Allez voir des bouddhistes qui vont taper sur leur instrument. Vous notez qu'ils tapent toujours de la même manière, mais attention, ils se connectent ce faisant avec un type de vibration particulière, un type d'énergie particulière. Et il y a une entité qui va venir. Et dans le vaudou haïtien, qui est une science, comme je vous le dis, vous allez voir que pour se connecter avec certaines entités, pour se connecter avec certaines divinités, il faut rouler le cha-cha, il faut sonner la cloche, il faut taper le tambour d'une certaine manière. Et jusqu'à ce qu'on le fasse, l'entité ne descend pas. Mais ça vient de la civilisation noire. Pourquoi? Parce que la spiritualité repose sur les sons, des vibrations soniques, sur l'odeur, des vibrations, on va dire, sensorielles, olfactives, et sur des couleurs, son, odeur, couleur. Et quand on sait comment manier ça, on est à proprement parler dans la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est dans la civilisation noire, une connexion avec la nature. Vous allez voir, les Africains vont danser pieds nus. Il y a certains rituels qu'ils vont faire dans le grand bois, dans la nature. D'autres fois, ils vont, si vous voulez, se laver avec des feuilles. Mais c'est une reconnexion aussi avec le monde de l'au-delà. Ce n'est pas pour rien que dans les pyramides, qui sont des chefs-d'œuvre de sciences géométriques, arithmétiques, etc., les sarcophages des rois sont toujours construits en visant une certaine constellation, une certaine étoile. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité noire, la mort n'est qu'apparence. Le corps n'est qu'une écorce. Et l'âme doit quitter cette écorce-là. Et c'est nous qui, le premier, reconnaissons que quand on dit l'homme, on parle d'une entité tripartite, on va le dire ainsi. L'Égyptien va vous parler du bas, du ka et de l'ak. Hein? Le corps, et l'âme et l'esprit. Hein? Eh bien, quand on meurt, le corps, lui, il reste là. Mais l'âme va retrouver les étoiles d'où elle vient. Voilà pourquoi l'idée d'ascension, l'ascension de l'âme vers les étoiles, c'est une idée africaine. L'Église va copier cela et on va vous parler de l'ascension de Jésus-Christ, l'ascension du Christ, l'ascension de Marie. Autant de superstitions basées sur des notions profondément spirituelles de la civilisation noire que l'Église a volées. Vous vous souvenez quand je vous disais que la grande bibliothèque d'Alexandrie, mais qu'il faut plutôt appeler la grande bibliothèque de Rakoti, a été saccagée, incendiée entre autres par l'évêque d'Alexandrie. Il l'a fait, lui, après que le Vatican a volé des rouleaux
de sciences spirituelles, plusieurs fois millénaires. Et ils ont mis le feu sur le reste en disant, le reste ne correspond pas à nos croyances à nous. Et alors là, ils vont nous raconter toutes sortes de superstitions, leurs fameux dogmes. Et quand je vous ai dit que la civilisation noire a introduit la science comme contribution à l'humanité, nos ancêtres écrivaient tout. Et incidemment, c'est comme ça qu'on sait que l'idée du peuple juif qui était esclave en Égypte, c'est un mythe, c'est un mensonge, ça n'a jamais existé. Si les Juifs avaient été esclaves en Égypte, les Égyptiens l'auraient noté, car ils notaient tout. Ils notaient un déluge, ils notaient une mauvaise récolte, ils notaient une épidémie qui frappait tel cheptel, et ils essayaient de comprendre. Donc, s'il y avait un peuple étranger qui était esclave chez eux, les Égyptiens l'auraient noté. Au fait, je vous ai dit que la Bible est un ramassis de plagiat, un ramassis de mythes, de mensonges aussi. Et ce n'est pas étonnant que la Bible soit la parole de Dieu des Juifs. Ils ont tout inventé pour avoir une identité. On en parlera une prochaine fois. Tenez, que le temps passe vite quand on se dit de vraies affaires. Allez, on garde le moral. Vous voyez, on vient d'une culture d'excellence, on vient d'une civilisation d'excellence, mais on vient aussi d'une civilisation basée sur le partage. La civilisation noire est une civilisation qui croyait au partage, qui croyait à la commune humanité. C'est une civilisation à proprement parler humaniste, comparée à la civilisation occidentale qui est bâtie sur la suprématie blanche de Gobineau. Mais c'est l'un des nôtres, Anténor Firmin, qui rappelle que non, pas du tout. D'abord, il n'y a qu'une race, la race humaine, avec plusieurs peuples. Mais s'il est un peuple qui peut se vanter d'être un peuple singulier, c'est la formule d'Anténor Firmin, c'est le peuple noir. Parce que nous sommes le premier peuple et tout ce dont se targuent les humains aujourd'hui ont été littéralement appris, sinon volés, sinon détournés de chez nous. On garde le moral, les amis. Vive le peuple noir, vive Haïti, vive le peuple haïtien. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.